On peut aussi faire en sorte que les données qui sont collectées puissent, dans cette deuxième vie, servir à prendre de meilleures décisions pour chacun d'entre nous. Une forme de solidarité. Êtes-vous prêt à partager vos données de santé? Oui, nous dit un sondage Odoxa. Vous êtes 72% à estimer que c'est utile pour le progrès et 83% à bien vouloir le faire. Pierre-Antoine Gouraud est depuis longtemps persuadé que ces données de santé, c'est de l'or, la clé pour une meilleure médecine. Et il l'a prouvé pendant cette crise sanitaire. Il est avec nous aujourd'hui. Portrait. La carrière effrénée de Pierre-Antoine Gouraud est faite d'un regroupement impressionnant de données glanées au gré de ses expériences en France et aux États-Unis. Après un master de santé publique, il enchaîne avec un doctorat en épidémiologie immunogénétique et en santé publique. Il tient à préciser qu'il n'est pas médecin, mais enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Nantes et surtout habité par les data. Une véritable passion qui commence concrètement en 2008 lorsqu'il crée Méthodomix, une société dédiée aux analyses statistiques et au développement d'algorithmes en biologie. Depuis 4 ans, Pierre-Antoine dirige la clinique des données qui prolonge les datas récoltées auprès des patients volontaires du CHU de Nantes par des modèles mathématiques et des équations pour réaliser des prédictions. Le big data pour booster la recherche. Actif sur tous les plans, Pierre-Antoine Gouraud ajoute une donnée supplémentaire à sa carrière en concevant en quelques semaines, lors du premier confinement, Macaire, un respirateur artificiel qui a réuni les compétences de 250 personnes en open source. Une première mondiale. Il vient d'être nommé chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur à 40 ans, ce qui en fait le Benjamin. Bonjour Pierre-Antoine Gouraud. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur le plateau de Way. Le 20e siècle a permis d'allonger d'une 50aine d'années l'espérance de vie des malades. Je ne parle pas de l'espérance de vie tout court. Est-ce que cette espérance de vie des malades va se rallonger d'autant au 21e siècle, notamment grâce aux nouvelles technologies et à l'utilisation des datas ? Alors on n'arrivera peut-être pas à faire autant de progrès pour l'espérance de vie des malades. En revanche, ce n'est pas simplement la durée qui compte, mais aussi la qualité de vie, la manière dont on comprend, dont on est acteur de nos propres choix. Et ça, demain, c'est sûr, ça passera par les datas. C'est les datas et on va voir comment vous les utilisez, vous, maintenant, au jour le jour, sur le terrain, au sein de cette clinique des données à Nantes. Donc très concrètement, vous récoltez la donnée des patients avec leur accord. Avec leur accord. Et ensuite, vous le recyclez dans la recherche. Voilà. Pour que ce soit très très clair. Donc d'abord, chaque patient est informé de l'existence de cet entrepôt et de son droit à s'opposer à ce que les données soient utilisées à des fins de recherche. Et ils n'ont pas besoin de se justifier, c'est leur droit, ce sont des données qui les concernent, et bien ils ont des droits afférents à ces données. Ensuite, on a une structure spécialisée qui rassemble toutes les données du soin pour plus de 2,7 millions de patients. Et seules 7 personnes ont accès à cette information pour en créer un sous-ensemble et répondre à une question particulière. 2 ans après, à peine après la création de la mise en place de cette clinique des données, la crise du Covid. Là, vous avez une sorte de mise en pratique urgente, massive à une échelle jamais vue, de l'utilisation justement de cette intelligence artificielle. On va voir avec Christian Roudot les exploits que vous avez réussi à réaliser en quelques semaines à peine. L'union fait la force, désolé de la banalité du propos, mais je ne trouve pas mieux pour parler du projet Maker. C'est le nom de ce respirateur artificiel conçu spécialement pour les malades du Covid. Imaginez un peu, en plein confinement à Nantes, en mars dernier, 250 cliniciens, chercheurs, ingénieurs, industriels se mettent en ordre de marche façon opération commando. Ils bossent bénévolement, nuit et jour, et en 3 semaines, ils sortent un prototype de respirateur artificiel. L'idée est d'en faire profiter tous les hôpitaux de France et d'ailleurs, car l'appareil est facile à répliquer et surtout très très bon marché, 1000 à 1500 € seulement. On retrouve la même volonté d'être utile avec le projet Argos. Il s'agit de compiler et de croiser les données concernant les malades du Covid. De la data qui provient de Santé publique France, du SAMU, de SOS Médecins, d'hôpitaux. L'important est de prévoir, c'est comme une météo du Covid. Si on anticipe l'orage, on peut mieux s'y préparer. C'est bien sûr crucial pour les services hospitaliers et au-delà pour les autorités publiques. Alors que l'épidémie s'installe maintenant dans la durée, on en est où avec Argos ? Ça continue, c'est toujours utilisé tous les jours ? Alors tous les jours, les décideurs du CHU de Nantes, du territoire nantais,
ont accès à une superposition d'informations, plusieurs faisceaux d'informations qui viennent leur permettre de prendre la température de l'épidémie. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, est-ce que l'épidémie progresse et quelles conséquences on doit en tirer pour les établissements. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience? Dans ces deux projets, en fait, c'est une prolongation des principes que sont ceux qu'on met en œuvre pour les 120 projets que l'on traite actuellement dans la clinique des données, et de deux manières très différentes. D'un côté, des start-upers qui se trouvent confinés chez eux et qui disent on veut faire quelque chose dans la crise, on ne peut pas rester sans rien faire les bras croisés. Il paraît qu'on va peut-être manquer de respirateurs, d'appareils de ventilation mécanique en réanimation. On veut en faire. Je les accueille avec beaucoup de bienveillance, mais en leur disant attends, vous êtes gentils, mais c'est des dispositifs médicaux. Normalement, il faut 2-3 ans pour en mettre un sur le marché. Mais si c'est possible, ce sera grâce au numérique. Et j'en dis, je ne veux pas te dire que c'est impossible, mais si on le fait, on va le faire ensemble et on va le faire correctement. En santé, on peut innover, on peut aller plus vite. Par contre, toujours en mettant au premier plan la sécurité des patients, la sécurité des soignants. Ce que vous nous dites, c'est vraiment qu'on a eu la preuve par neuf que quand on s'y met tous ensemble, c'est possible en fait. Il y a eu une accélération comme ça de la mise en commun de plusieurs compétences. Alors c'est très vrai. Ce qui nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite, c'est une innovation majeure dans la manière de faire en disant on va être open source. Les plans, ils ne sont pas secrets, ils sont disponibles sur Internet. Vous pouvez les améliorer, vous pouvez améliorer le design, la documentation, le circuit électrique si vous voulez. Tous les plans sont libres de droit et disponibles sur Internet. C'est ce qui a permis à des gens d'une extrême compétence de venir « Oh, je vais venir vous filer un coup de main. Moi, je connais ça. Vous avez fait ça comme ça. Peut-être qu'on peut faire autrement. » Et c'est ce qui a permis et ça n'avait jamais été vu avant, de concevoir cette machine en 3 semaines seulement. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de données collectées. Le CHU de Nantes qui stocke les données de 2,5 millions de patients, presque. On en fait quoi concrètement en dehors du Covid? Alors, typiquement, on peut chercher, et ça peut paraître difficile à imaginer, mais on ne sait pas toujours combien on a de patients d'un tel type, d'une telle maladie, combien de ces patients pourraient bénéficier d'un nouvel essai clinique. Eh bien, les outils de l'informatique, ces outils d'intelligence artificielle, ils nous permettent d'interroger l'ensemble des documents qui sont présents, y compris le texte. Donc c'est comme si on lisait en quelques millisecondes 30 millions de documents. Si on devait les imprimer sur une feuille A4, on irait de Notre-Dame jusqu'à la Défense, et là, on va chercher un mot, des négations, en quelques secondes. Et ça, ce n'était pas possible avant. Il fallait parcourir des kilomètres de rayonnage papier. Et ça, c'est un grand changement. Et ça nous permet pour tous les services de dire, tiens, des patients d'un tel type, t'en as tel nombre. Peut-être qu'il y a un sous-groupe un peu particulier qui a un problème particulier, il faut qu'on s'en occupe. Ou bien un secteur, une exposition. Et donc, ces données-là, elles deviennent accessibles à notre réflexion. C'est aussi une approche différente de la médecine et du patient, une autre façon de faire la médecine. On entend parler beaucoup de la médecine 4P, c'est la médecine personnalisée, préventive, prédictive, participative. On est sorti de la médecine purement curative du XXe siècle, en fait. En tout cas, les données, elles participent à la médecine curative, mais elles peuvent aussi nous aider à peut-être anticiper ou à mieux caractériser la diversité des situations des patients. Et d'un certain point de vue, pour nous, cette mise à disposition des données, c'est de créer un deuxième niveau de solidarité entre les patients. Le premier, c'est que nous payons les uns pour les autres le soin qui nous sont prodigués. Mais on peut aussi faire en sorte que les données qui sont collectées puissent, dans cette deuxième vie, servir à prendre de meilleures décisions pour chacun d'entre nous. Une forme de solidarité. Alors, les patients, ils ont vécu aussi cette révolution à vitesse grand V avec la téléconsultation, notamment pendant la crise. Mais est-ce qu'ils sont prêts vraiment à partager leurs données? On se pose la question de la confidentialité et de la sécurité de ces données. Et d'ailleurs, on a avec nous un camarade qui nous accompagne. Il s'appelle JPEG et il a toujours des inquiétudes comme ça. Il se pose des questions. Ça y est, Charlotte, j'ai compris. Le big data, c'est pour résoudre les big problèmes. En fait, c'est comme un Big Mac au chevet d'une big faim. Oui, sauf que là, on parle de santé, donc il faudrait peut-être arrêter les abus. Oh, t'es une big mama pour moi, Charlotte. T'inquiète. Donc, le big data positif, c'est Big Mama, et le big data qui craint, c'est Big Brother. C'est ça, Charlotte?
On va poser cette question à notre invité. En gros, c'est effectivement Big Brother, donc celui qui nous surveillerait, contre Big Mama qui nous protégerait. On se situe où là en termes de données de santé? Donc d'abord, hein, je le rappelle, un patient qui s'oppose à ce que ces données soient utilisées pour la recherche, il a le droit de s'y opposer et on ne lui demande pas de se justifier. Comment ça se passe à Nantes d'ailleurs? Alors, il y en a beaucoup qui refusent. Alors, ils peuvent le faire en entrant à l'hôpital quand ils reçoivent de l'information, et puis simplement en se manifestant, en écrivant à vos données personnelles @chu-nantes.fr. 98% des patients jusqu'à présent à la clinique des données ont accepté. Oui. C'est énorme, on ne s'attend pas forcément à ça. Eh ben, je crois que c'est avec l'ensemble des mesures qu'on prend pour respecter le caractère confidentiel de leurs données, je crois que c'est un prolongement de la confiance qu'ils nous font en nous confiant leur pathologie quelque part. Et c'est avec le même soin qu'on doit prendre soin, nous aussi, de leurs données. Alors, où est-ce qu'on les stocke et où est-ce qu'on les protège? Parce qu'il y a aussi une autre menace qui est celle du piratage. Alors nous, on a fait le choix de les garder chez nous, Ouais. derrière nos murs, donc au CHU de Nantes. Et quelque part, ces données, c'est pas open bar. Il y a uniquement 7 personnes qui sont identifiées, formées spécifiquement à la sécurité, qui ont la possibilité d'interroger l'ensemble des données, d'en prendre un petit extrait et de le mettre à disposition de manière la plus anonymisée possible pour répondre à une question. Et donc, on n'a pas besoin de toutes les données. Il y a un principe de parcimonie qui s'impose pour répondre à une question particulière. Si c'est que de la cardiologie, on n'extraira que des données de cardiologie. Je citais en introduction de cette émission un sondage Odoxa qui dit que 83% des sondés étaient prêts à partager leurs données de santé à 3 conditions: qu'ils le veuillent bien, et puis que ce soit effectivement anonyme, et puis la 3e condition, c'est la destination et l'utilité. C'est vraiment ça qu'on se pose comme question aujourd'hui. Et je vous propose d'abord de regarder un tout petit peu dans le rétroviseur, parce que vous allez voir que les réticences ne datent pas d'hier. Est-ce qu'il a été vacciné contre le tétanos? Je ne me souviens plus les dates de vaccination, mais j'ai apporté son carnet de santé. C'est parfait. Merci, madame. Est-ce que vous en êtes servi déjà? Je l'ai amené chez le médecin qui m'a dit que c'était pas vraiment utile. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Non, je n'ai pas regardé ça de près pour l'instant. J'ai vu une sage-femme qui m'a dit bah oui mais j'ai rien à mettre dessus, donc voilà quoi. Je sais pas si ça servira vraiment, mais on verra. Depuis 2 ans, la région de Vitré expérimente la carte Sésame Vital, qui permet à chaque assuré de stocker un certain nombre d'informations médicales. Pour moi, je trouve que elle n'est pas utile. Hein. Pour l'instant, ça a été beaucoup d'argent dépensé pour pas s'en servir, moi je trouve. Je m'en sers très peu. Et je sais pas, déjà quand on s'en rend chez le médecin, il vous la demande pas systématiquement, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Ça vous a fait sourire et ça vous a fait réagir, ces images? Oui, c'est vrai. Je crois que mais les patients, comme nous dans les établissements, on est encore à l'école maternelle dans notre capacité à nous saisir des opportunités qui se présentent avec l'accès aux données et l'accès à de la puissance de calcul à la demande. Et Le débat est là. Hein. Comment on convertit les Français à l'utilité d'un parcours santé avec des données qui sont extrêmement utiles et pour eux et pour la médecine? Alors, il y a vraiment 2 niveaux. Hein. Il y a le niveau du soin, une information qui est personnelle et qui devrait être mieux partagée entre les établissements. Quand on passe d'une infirmière à un médecin, d'un médecin général, de son médecin généraliste à son médecin spécialiste, ou qu'on passe dans les hôpitaux. Ça, effectivement, c'est le parcours de soins, c'est la traçabilité des informations qui servent à prendre des meilleures décisions pour vous. Nous, à la clinique des données, on se place en aval de ça, à la fois pour notre établissement et puis en se connectant avec d'autres établissements à l'échelle du Grand Ouest, ce qu'on appelle le West Data Hub, au niveau national avec le Health Data Hub, parfois en recyclant des données de remboursement, on fait des analyses de données et là, il n'y a plus de question de traçabilité des individus. En fait, ça nous importe peu, c'est comment les analyses en population de ces données vont nous permettre de prendre de meilleures décisions pour le suite. Elle se situe où, la vraie révolution, selon vous? La révolution, elle se situe dans notre capacité à faire un calcul spécifique en mobilisant ces données pour un patient individuel. Pour vous, Charlotte, pour moi,
ce qu'on dit au lit du malade. Ces exemples du carnet de santé, ils sont formidables. Quand j'emmène mon enfant chez le pédiatre, vous savez, on a ces vieilles courbes sur papier millimétrées. Les références sont probablement pas très bonnes parce qu'elles datent d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec l'accès au poids et à la taille de tous les enfants qui sont nés dans mon établissement de santé, on va pouvoir faire une comparaison beaucoup plus précise pour juger de la normalité de la croissance et peut-être détecter un problème plus tôt. Et sur le plan de la médecine, on a vu les exploits formidables pendant le Covid. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Est-ce qu'il y a certaines maladies, certaines interventions chirurgicales où là, vraiment, ça va révolutionner la médecine? En tout cas, il y a des secteurs où les datas sont devenues monnaie courante. C'est très vrai dans la génétique, par exemple. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, on génère non pas des centaines de milliers, mais des millions de données. Elles sont souvent même générées avant même qu'on soit capable de leur donner un sens, soit à l'échelle de l'individu, soit à l'échelle de la population. Et c'est très vrai également pour l'imagerie. Imaginez ce que c'était le traitement d'une maladie comme la sclérose en plaques, où on n'avait pas la possibilité de voir évoluer les lésions dans le cerveau qui sont causées par une erreur du système immunitaire chez les patients. Eh bien, l'IRM a tout changé. On voit la maladie, on voit apparaître des lésions, on les voit guérir et on peut mieux juger de l'évolution de la pathologie. Aujourd'hui, on a des millions de données. On n'en est qu'au tout début, vous pensez? Ça va aller jusqu'où? Je crois qu'on en est au tout début, à la fois dans les usages et dans nos pratiques sur les données, sur la capacité à les transformer. On a une vision encore où on n'a pas mesuré à quel point la valeur d'usage des données, elle augmente à mesure qu'on transforme ces données et que ces transformations, elles résultent de plein de compétences et plein d'interventions. Bien sûr, à la base, il y a le patient, le soignant qui prend les annotations, l'informaticien qui va sauvegarder l'information, les épidémiologistes ou les data scientists qui vont transformer cette information, ceux qui en vérifient la qualité, qui l'anonymisent et qui finalement ouvrent une infinie possibilité d'usage pour ces données. Eh bien, on verra dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, toutes les perspectives extraordinaires que nous donnent ces nouvelles technologies et surtout le partage de ces données, que ce soit pour la recherche ou dans la vie des patients de tous les jours. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Gouraud, d'être venu partager votre expérience de praticien sur le terrain à la clinique des données de Nantes, de partager cette expérience avec nous. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci à tous, à très bientôt.